On n'est pas d'accord avec la justice quand la décision ne nous est pas favorable. On est d'accord avec la justice elle est bonne, elle marche bien quand la décision nous est favorable. Le ministre du gouvernement de Macky Sall, qui a été un mentor pour moi, que j'ai accompagné sur le terrain terrain de la communication politique. Quand la maison de votre voisin brûle, donc il faut faire très attention parce que le feu n'est pas très loin. L'essentiel des pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République. La troisième alternance politique au Sénégal, et les choses se passent très bien. L'opposition s'oppose et arrive à gagner les élections contre le pouvoir et à gouverner. C'est le cas aujourd'hui de M. Bassirou Diomaye Faye, que je félicite au passage, qui a eu aussi le mérite de s'opposer et de pouvoir gagner les élections dans les conditions les plus transparentes et d'accéder à la présidence. Établi à l'extérieur. Oui. Moi, quand je pense à la diplomatie sénégalaise, il y a deux mots qui retentissent dans mon esprit, c'est neutralité et médiation. Est-ce que vous avez d'autres qualificatifs pour évoquer la diplomatie sénégalaise? Tous ces diplomates qui ont précédé et qui ont travaillé à mettre le Sénégal sur orbite. Bonjour à tous et bienvenue sur Destinée de juriste, le média qui démocratise le droit et ses professions. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un très honorable diplomate qui va se présenter. Bon, moi je m'appelle Ibrahim Ba et je suis diplomate sénégalais. Donc, je suis très heureux d'échanger avec vous. Je trouve que cet échange doit être un échange qui va être très productif pour tout le monde. C'est un échange, c'est un partage d'expériences qui va permettre à chacun d'entre nous de mieux se connaître et de mieux faire connaître aussi le métier de diplomate. Exactement. Ouais. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas déjà de nous suivre sur YouTube, aimer les vidéos, partager et nous suivre également sur Instagram et TikTok où on a commencé aussi à... Enfin, Instagram, ça fait déjà un moment et TikTok aussi, on commence à créer du contenu. Donc, partout, c'est destiné de juristes. Et pour tous les avocats qui ont besoin d'un coup de main dans leur communication digitale, sachez qu'on a également une agence qui vous accompagne dans la création de contenu, donc pour tout simplement accroître votre clientèle. Cette interview va se dérouler donc en deux parties. La première qui va porter donc plus sur votre parcours académique. Donc c'est un peu formel, mais c'est pour avoir votre identité tout simplement académique. Et dans une deuxième partie, on va aller sur du droit très, quand je dis concret, c'est vraiment très concret. Et moi, c'est la partie que je préfère et je pense que vous aussi. Donc, sans plus tarder, je vais vous poser la première question. Quel lycée vous avez fait et quelle matière ou filière vous aviez choisi? Oui, moi j'ai étudié à la base au lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Tambacounda, c'est une région qui se trouve à l'extrême est du Sénégal. C'est une région frontalière avec le Mali, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée. Donc c'est une région très éloignée du centre de Dakar. C'est à plus de 460 km de Dakar. Et j'avais fait à la base des études de lettres. D'accord. Ouais. J'étais dans une série qu'on appelle L2, c'est-à-dire c'est lettres et les sciences sociales. Donc j'ai eu un bac L2. Ouais. Moi, je trouve que c'est suffisamment riche et c'est un peu l'équivalent de quand on prend les spécialités actuellement, je dirais HLP, donc humanité, littérature et philosophie, à mélanger un peu avec SES, donc sciences économiques et sociales. Effectivement. Voilà, je pense que c'est la bonne synthèse entre les deux. C'est ça. Donc en tout cas, c'est enrichissant. Ouais. Et à l'issue, quelle université vous avez fréquenté et quelle licence vous avez choisi? Alors, je suis allé à l'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je me suis inscrit en lettres modernes. Donc, j'ai eu une licence en lettres modernes, en spécialisation littérature française. Ce matin, j'ai raconté une anecdote avec une personne et qui était très séduite par le fait que moi, j'ai fait des études de lettres d'abord à la base. Mais j'ai dit, les études de lettres sont extrêmement importantes parce que ça vous donne une ouverture d'esprit. Par rapport à toutes les autres matières, vous avez une bonne culture qui vous permet de pouvoir longer entre les matières.
Je suis suffisamment d'accord, surtout quand on est en droit où on essaye de nous restreindre un peu dans notre manière d'analyser les choses. Est-ce que vous aviez un engagement associatif ou un job étudiant à côté où vous étiez plutôt, on va dire, focus sur votre licence de lettres modernes? Alors moi, j'étais toujours très engagé dans les mouvements associatifs et même politiques à l'époque. Quand j'étais étudiant, quand j'étais élève, ensuite quand j'étais étudiant également, j'ai dirigé beaucoup et mes camarades ont toujours fait confiance. À l'époque, quand j'étais au lycée, je dirigeais ce qu'on appelle le foyer socio-éducatif. Les foyers socio-éducatifs sont très, très importants dans les lycées parce que vous représentez les étudiants, vous parlez au nom des élèves, à l'administration, vous consultez un peu l'interface. Et là, tous mes camarades avaient décidé à l'époque que je sois celui qui avait dirigé le foyer socio-éducatif et bon, je me suis beaucoup débrouillé à ça. Au collège également, les camarades m'ont toujours mis à la tête des associations, des Amis de la Nature, l'association du Club Sans Frontières. J'ai dirigé beaucoup d'associations. Quand je suis arrivé à l'université également, j'ai dirigé également une association politique au niveau national. Ah oui. Voilà, donc j'ai été aussi le porte-étendard de cette association. J'ai également aussi dirigé, j'ai fait du syndicalisme universitaire où j'ai porté très haut les revendications des étudiants. Mais ça s'est toujours passé en toute responsabilité. Nous, on n'a pas été des étudiants qui étaient là pour faire des casses. Nous, on était là pour faire des propositions sur le plan pédagogique pour faire avancer un peu les choses. Bon, effectivement, j'ai fait aussi des jobs à côté. Parce que bon, je venais d'une région très éloignée. Voilà, donc c'était pas évident d'ailleurs d'arriver jusque-là. Et j'étais obligé de travailler aussi à côté pour pouvoir avoir quelque chose, pour avoir les moyens de la subsistance. Surtout quand on sait, l'université était à Dakar du coup. Effectivement. Ouais, on sait que la vie à Dakar est très chère, vraiment très très chère. Je crois que même c'est l'une des villes en Afrique où le niveau de vie est très très élevé. Effectivement. Je retiens déjà deux choses dans ce que vous avez dit. La première, c'est que vous avez toujours cet attachement à votre région d'origine. On aura l'occasion de le voir après. Et la deuxième, c'est que dans vos engagements associatifs, il y a toujours... on retrouve du coup, et ça explique un peu aussi votre poste aujourd'hui, cette volonté de prendre des décisions. Et je remarque toujours une chose, surtout qu'on sort des élections au Sénégal, la jeunesse estudiantine sénégalaise s'implique beaucoup au niveau des questions politiques. En tout cas, on sent que c'est une jeunesse qui est éduquée politiquement, ou en tout cas qui s'y intéresse beaucoup. Et en écoutant votre discours, on dirait que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui fait plaisir de continuer comme ça. Est-ce que vous avez effectué des stages? Vous avez l'opportunité d'en faire ou pas? Oui, effectivement, j'ai fait des stages. Les stages sont importants pour un étudiant pour pouvoir demain facilement s'insérer dans la vie professionnelle. Parce que vous savez, c'est pas comme aux États-Unis où on vous demande ce que vous savez faire. En Afrique, généralement dans le système francophone, on regarde toujours le CV, qu'est-ce qu'il a eu à faire, est-ce qu'il a fait des stages et tout. Les stages sont extrêmement importants pour pouvoir postuler un poste. Donc, effectivement, j'ai fait des stages dans ma carrière. Je pense que c'est vraiment indispensable. À l'issue, quel master vous avez obtenu? Là, la liste va être longue. La liste va être très très longue. Je vous laisse énumérer. Moi, j'ai eu 3 masters ensuite avec des certifications. Donc, j'ai fait un master déjà en lettres. Ensuite, j'ai fait un master en gestion des ressources humaines. J'ai également fait un master en diplomatie. J'ai également un master en management de la performance publique. Ça, c'est carrément gestion publique, droit public, droit administratif, tout ça. Mais j'ai également fait un master en management de l'environnement et développement durable. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça que j'ai pu faire. Là, je prépare aussi un doctorat. Donc, en fait, on est vraiment dans la constante formation, même quand on est déjà dans la profession. Et c'est bon à savoir et je pense que ça permet de déstresser un peu.
que surtout la jeunesse estudiantine française est très 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 stressée en permanence parce qu'on a cette impression qu'on est toujours en concurrence et qu'on n'a jamais suffisamment d'informations. Effectivement. Et là, c'est un peu rassurant ce que vous dites. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants de manière générale, mais spécialement aux étudiants en droit? En tout cas, je le dis parce que je me sens concernée et que c'est celle que je connais le mieux. Ceux que je connais le mieux, on est, comme j'ai dit, en vrai, très stressé tout le temps d'ailleurs avec les épreuves. On nous stresse beaucoup aussi avec les sélections en master. Après le master, qu'est-ce que je vais faire? Parce que finalement, c'est des études qui sont très larges et on a tellement de possibilités que, en fait, on s'y perd. Oui, en fait, moi, le conseil que je donne souvent, je l'ai dit tout à l'heure à votre camarade, il faut suivre son cœur. Okay. C'est important. C'est beau. Et souvent, ce qu'on décide au départ, c'est pas ce qu'on va faire à la fin. Je l'ai vu avec beaucoup de camarades et tout. Et j'ai un ami français qui me taquine souvent. Il me dit, quand je te connaissais, tu étais encore jeune, tu me disais que tu voulais être médecin. Et là, tu as fini diplomate. J'ai dit, voilà, donc, le parcours de l'être humain, c'est un dent de scie, c'est pas quelque chose qui est linéaire. Ça peut changer compte tenu des circonstances. Ce que je peux dire souvent aux étudiants de droit, je dis, il faut essayer d'être pluridisciplinaire. D'accord. C'est bon, vous faites un master, vous faites un domaine bien précis, mais il faut aussi essayer de toucher les autres domaines du droit. Parce que, par exemple, moi, j'ai fait le droit international public. J'ai également fait le droit du travail. J'ai également fait, le droit administratif. Et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir avoir un regard plus ou moins sur les différents droits. Et récemment, je disais à un collègue que je voulais faire le droit international de la mer. Wow. Si ça m'intéresse, de voir un peu toutes ces conventions en rapport avec le droit de la mer. Parce que souvent, je suis confronté à des dossiers qui parlent très souvent du droit de la mer. Donc, toutes ces conventions de Montego Bay, je veux vraiment regarder tout ça, quoi. Même si je vais aller faire un module, ça me permet de mieux m'imprégner de ce droit-là. Et comme ça me permet de mieux travailler. De vos dossiers, oui. En tout cas, c'est pertinent parce que justement, quand on voit, il y a beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest qui sont en conflit justement par rapport à toutes ces questions de ZEE, l'appartenance de tel territoire de la mer, etc. Et surtout, avec tous ces enjeux de transition climatique, on essaie de consommer différemment. Donc, il y a de plus en plus de poissons qu'on consomme aussi. On en consomme déjà beaucoup en Afrique. Mais voilà. Et ça reste de toute façon des enjeux qui sont extrêmement contemporains. C'est ça. Donc tout ça pour dire, soyons pluridisciplinaires, surtout dans un monde comme le nôtre où finalement on se rejoint à chaque fois. Nous sommes dans un monde qui évolue dans la vitesse et un monde aussi qui demande aussi à ce qu'on puisse avoir des connaissances pointues et parfois même précises sur des questions bien déterminées. Ça vous permet d'aller vite, ça permet également de bien entrevoir les choses et de pouvoir avoir une analyse plus ou moins lucide et pointue sur les questions que vous êtes en train de traiter. Je ne dis pas de retourner à l'époque des savants, mais mais il faut également continuer parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui donne la possibilité à l'être humain de se former. Vous avez la chance d'être, par exemple, né en France ou avoir grandi en France aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous former, voilà. Moi, je disais, s'il y avait 10 ans, j'étais venu encore en France, j'allais faire. Mais on ne peut pas tout apprendre dans la vie. C'est sûr. Voilà, donc, parfois, je me dis même que j'avais fait telle chose en formation continue ou en certification. Mais je trouve que quand on est jeune, on a la possibilité, il faut essayer d'aller plus loin. Vous avez raison, on reste limité. Effectivement. Eh bien déjà, merci pour cette première partie qui a été très enrichissante, en tout cas à propos de votre parcours. Et c'est très motivant. On en vient à la partie, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment la vérité que je préfère, c'est le droit concret. On va rentrer dans tout ce qui touche le droit international, les institutions internationales, enfin plein de choses. Ça va être hyper intéressant. Mais d'abord, je vais vous poser une question qui va vous recentrer un peu. Vous êtes membre du conseil départemental de Tambacounda, donc votre région d'origine. En quoi ça consiste du coup vos engagements dans ce conseil départemental, alors même que vous êtes fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères du Sénégal?
Oui, en fait, moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours eu cet engagement citoyen, cet engagement à la base pour essayer d'améliorer les choses sur le terrain. Okay. Je vous ai tout à l'heure expliqué off the record que voilà, donc c'était pas évident. Je viens d'une région très éloignée où il y a pratiquement, en tout cas il y a quelques années, beaucoup d'infrastructures qui manquent, beaucoup de choses qui manquent. Donc j'ai participé un peu à cet éveil collectif, à l'éveil de conscience collectif, et en même temps également à faire améliorer les choses sur le terrain. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait de la politique. Donc j'ai fait une politique à la base où j'ai travaillé aux côtés des populations. J'ai cherché d'abord à être maire dans ma ville. Bon, maintenant, donc pour un premier essai, je suis allé jusqu'au bout et à la fin, j'ai été battu. Parce que tout le monde considérait que j'étais encore jeune. Donc, vous savez, l'Afrique, oui, on est toujours ce pouvoir des patriarches qui font que vraiment, les jeunes n'ont pas trop de chance en politique souvent. En Afrique, maintenant la tendance a commencé à changer, mais à l'époque, en 2014, les gens n'avaient pas aussi atteint ce niveau de conscience, comme quoi je pouvais apporter quelque chose à ma commune. Après, on s'est rendu compte que effectivement que j'avais raison, que j'avais un réel projet pour ma ville et tout ça, et que j'étais la personne même à diriger ça. Donc j'ai été conseiller municipal pendant au moins 6 à 7 ans. Conseiller municipal que j'ai cumulé avec aussi un mandat au niveau départemental, au conseil départemental. Aux dernières élections, j'étais à Paris, à l'UNESCO, je n'ai pas participé. Mais je tenais quand même à mettre mon nom sur la liste. Et ils ont dit, écoute, on connaît tes capacités, tu peux nous apporter quelque chose. Déjà, en étant loin, tu apportes ta pierre à l'édifice, parce que je dirige une association Éduc Impact. Je travaille beaucoup sur l'éducation. Je vous ai tantôt dit que moi, j'ai pas eu la chance de faire la maternelle. J'ai pas fait la petite enfance. Donc, j'ai pu aider, j'apporte beaucoup de choses dans ma ville, dans ma commune, pour la petite enfance, pour l'éducation des jeunes et tout. J'apporte même de l'appui logistique, beaucoup de choses que j'ai pu savoir avec mes partenaires. Donc, si vous suivez un peu les activités que je fais sur Internet, vous allez voir que nous avons fait énormément de choses sur le terrain. Donc, pour ça, les gens ont dit, écoute, même si tu n'es pas là, nous, on va t'élire au conseil départemental. Tu vas siéger pour nous au conseil départemental. Donc, moi, j'étais élu, j'étais pas sur place, et les gens ont tenu à me donner ce mandat au niveau du conseil départemental. J'essaie d'honorer également cette confiance que les gens m'ont donnée, donc pour apporter aussi quelque chose à ma communauté. Ça, c'est ce que j'ai que le bilan était probablement conséquent, donc ils ont tenu à vous réélire. En tout cas, c'est très beau et c'est très bien aussi. Enfin, ça donne une jolie leçon qu'il faut toujours chercher à maintenir, même si on est très loin de son pays ou de sa région d'origine. Toujours chercher en tout cas à garder ce contact avec tout simplement sa terre d'origine, que ce soit la région, la ville ou le département. C'est très important parce que c'est là où tout a commencé. On va se décentraliser un peu. C'est le processus qui aura tout au long de l'interview. Vous avez été conseiller technique au sein du ministère de la Justice du Sénégal. Première question, en quoi consiste déjà cette fonction de conseiller technique au ministère de la Justice? Voilà, donc moi à la base, j'ai fait aussi un peu de journalisme à l'époque. D'accord. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la communication. Et j'ai été conseiller technique à la communication du ministre de la Justice de l'époque. Il s'appelle Sidiki Kaba, qui est actuellement le premier ministre sortant du gouvernement de Macky Sall, le dernier premier ministre du gouvernement de Macky Sall, qui a été un mentor pour moi, que j'ai accompagné sur le terrain de la communication politique. J'ai été avec lui, on avait le même fief. J'étais avec lui et je l'ai beaucoup accompagné sur le plan de la communication. Voilà, donc, et c'est lui qui avait tenu à l'époque à mon domaine conseiller technique à la communication. Je l'ai accompagné dans sa communication institutionnelle, dans sa communication politique, un peu partout, et qui a fait qu'après, il a été quelqu'un de très reconnu dans sa zone, et qu'on appelait affectueusement le Dougoutigui. Le Dougoutigui, c'est celui qu'on nomme qui est
le patron de la ville, quoi. Okay. Donc, il a été très connu et à ce niveau-là, on fait beaucoup de travail sur le terrain. Ok. Ouais. D'accord. Ok, donc c'est déjà plus clair pour nous. Ouais. Et donc, c'est principalement donc, du conseil dans un domaine dans lequel vous êtes spécialisé. Effectivement. En l'occurrence, c'était la communication. C'est ça. Ok. Ouais. Et justement, en étant en plein justement dans le monde de la justice sénégalaise, est-ce que vous avez des perspectives soit de critique, soit d'amélioration, ou justement des constats plutôt positifs à faire sur l'état de la justice actuelle au Sénégal? L'actuel président qui a été élu, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, dit que aujourd'hui on a de l'hyperprésidentialisme qui prend le pas justement sur le pouvoir exécutif et aussi le pouvoir législatif et judiciaire, et que c'est un peu à l'origine de toutes les turbulences qu'il y a eu ces derniers temps. Donc c'est le constat que lui il fait vis-à-vis de la justice, puisqu'il a été étudiant en droit, il a fait du droit, donc c'est le constat qu'il fait. Est-ce que vous avez d'autres critiques à faire, ou plutôt dire que justement le régime actuel est plutôt bien ficelé? Oui, en fait, pour la question de la justice, c'est parfois complexe. La justice, c'est le lieu des passions. Parce que on n'est pas d'accord avec la justice quand la décision ne nous est pas favorable. C'est vrai. On est d'accord avec la justice elle est bonne, elle marche bien quand la décision nous est favorable. Donc il y a une passion qui est souvent là et qui font que selon que la personne se situe dans un niveau, d'un autre qui va apprécier les choses positivement ou négativement. Ce dont je suis sûr, c'est que nous avons une justice au Sénégal. Parce que, voilà, donc, nous avons également la séparation très nette des pouvoirs au Sénégal, même si, effectivement, nous avons un régime présidentiel. Donc, l'essentiel des pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République. Ça, c'est un régime politique qui est là. C'est comme la France, c'est la Ve République. La Ve République a donné des pouvoirs exorbitants au président de la République. C'est pratiquement la même chose au Sénégal. L'essentiel des pouvoirs sont entre les mains du président de la République. Mais quand même, nous avons la séparation des pouvoirs. Nous avons l'Assemblée nationale qui fonctionne correctement. Nous avons le pouvoir judiciaire qui fonctionne correctement. Nous avons aussi l'exécutif qui fait son travail. Maintenant, c'est des choses à améliorer. Il y a toujours des améliorations à faire. Je suis sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal est une démocratie majeure, et on vient de le démontrer à la face du monde. Nous sommes à la 3e alternance politique au Sénégal, et les choses se passent très bien. L'opposition s'oppose et arrive à gagner les élections contre le pouvoir et à gouverner. C'est le cas aujourd'hui de M. Bassirou Diomaye Faye, que je félicite au passage, qui a eu aussi le mérite de s'opposer et de pouvoir gagner les élections dans les conditions les plus transparentes et d'accéder à la magistrature. Exactement. Mais il a même l'honneur d'être le président le plus jeune en Afrique. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en tout cas, ça montre vraiment, comme vous avez dit, qu'il y a d'alternance politique en façade, c'est ce qu'on voit. Justement aussi, parce qu'à l'issue de ce poste de conseiller technique au ministère de la Justice, vous avez eu postérieurement des fonctions diplomatiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre justement ce poste de conseiller technique avec les autres fonctions diplomatiques, ou que en entrant dans la diplomatie, vous êtes entré dans un tout autre monde que celui que vous occupiez au ministère de la Justice? Oui, forcément, il y a une différence. C'est vrai que moi, comme je vous ai dit, la formation, c'est tout au long de la vie. En étant au ministère de la Justice, j'ai fait un master en diplomatie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Et donc, du coup, après, j'ai été muté au ministère des Affaires étrangères, comme conseiller en communication également du ministre des Affaires étrangères. Et en étant là-bas, donc après, j'ai été affecté comme diplomate au niveau de la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO. Forcément, il y a une différence entre les deux postes, parce que là, vous passez étant un agent de l'État, aussi un agent de l'État, mais qui représente l'État, son État dans un autre pays. Voilà, donc forcément, les missions sont différentes. Et forcément également,
vous découvrez un autre monde. Et en même temps, j'étais dans la diplomatie multilatérale. C'est l'UNESCO, c'est 193 pays, maintenant 195 pays, avec le retour des États-Unis et Israël. Donc là, vous rencontrez énormément de gens, vous travaillez avec beaucoup de pays, et ça ouvre le spectre de décisions et d'interactions est beaucoup plus grand. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est pour ça que c'est un peu impressionnant aussi. Effectivement. Et à l'issue, donc vous êtes entré au ministère des Affaires étrangères du Sénégal et des Sénégalais établis à l'extérieur. Oui. Moi, quand je pense à la diplomatie sénégalaise, il y a deux mots qui retentissent dans mon esprit, c'est neutralité et médiation. Est-ce que vous avez d'autres qualificatifs pour évoquer la diplomatie sénégalaise? Oui, le Sénégal est une puissance diplomatique. Et ça, c'est tout à l'honneur de tous ces diplomates qui ont précédé et qui ont travaillé à mettre le Sénégal sur orbite. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays très respecté, j'en sais quelque chose. J'ai travaillé dans la diplomatie multilatérale et je sais que le Sénégal est très respecté à travers le monde. Et ça, c'est grâce aux diplomates qui ont travaillé autour de ça, à l'image du Sénégal, au rayonnement du Sénégal, à positionner le Sénégal comme étant une puissance diplomatique. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que d'année en année, les choses s'améliorent. De mon poste au niveau de l'UNESCO, on a fait énormément de choses. On a inscrit les Tchèques au niveau du patrimoine immatériel de l'UNESCO et nous avons fait énormément de choses également pour préserver cette image que le Sénégal a toujours reflété au niveau diplomatique, mais également pour rehausser davantage ce flambeau que nos prédécesseurs nous ont légué. Vous prenez le pas sur une question que j'allais poser un peu plus tard, mais c'est très très bien comme ça. J'anticipe. C'est ça, c'est dynamique. Alors, en dehors aussi de cet aspect culturel, il y a un domaine qui intéresse beaucoup et qui, pour moi, permet justement d'avoir une puissance incontestable à l'international, c'est le domaine économique. Et dans la perspective de l'agenda 2063, l'Union africaine a mis en place la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale en Afrique. Et donc forcément, le Sénégal est dedans, sachant que c'est quand même une des pays émergents du continent. Et même à l'échelle internationale, c'est la même chose. Comment, dans cette volonté d'instaurer des échanges intra-africains, le Sénégal s'inscrit? Comment, en tout cas, la diplomatie joue un rôle dans ce domaine économique en Afrique? L'un des premiers piliers de la diplomatie sénégalaise, c'est d'abord la diplomatie de bon voisinage. Okay. Nous partons de l'existant avec les pays africains d'abord, et ces relations sont très respectées, c'est des relations sacrées. Pour nous, en tout cas, diplomates, nous travaillons à ce que nos voisins africains, nos frères africains, qu'ils puissent d'abord se sentir séjourner au Sénégal et qu'ils puissent voir un peuple africain, un peuple sénégalais, un peuple frère. Et le Sénégal, vous le savez, c'est un pays de la Teranga. D'abord, c'est ça, et c'est pas en 20 mots, la Teranga. La Teranga, ça signifie, en Wolof, ça signifie l'hospitalité. Donc, l'étranger se sent chez lui au Sénégal. Donc ça, c'est déjà un travail extrêmement important qui a été amorcé par le président Senghor, qui a été renforcé par le président Diouf, ensuite le président Wade, et aujourd'hui le président Macky Sall, et aujourd'hui le président Faye. Donc c'est extrêmement important cet aspect-là, cette diplomatie de bon voisinage. Et dans ce cadre-là également, nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO au niveau communautaire, et ensuite c'est à une échelle beaucoup plus importante. Aujourd'hui, on parle de zone de libre-échange. Et vous savez, c'est des millions de personnes. L'Afrique, c'est une zone extrêmement riche. Et aujourd'hui, pour que l'Afrique, pour aider les économies africaines, pour que les économies africaines soient beaucoup plus fortes, soient résilientes par rapport aux crises économiques, par rapport aux situations que nous avons connues avec le Covid et tout, il faut que les Africains puissent
entretenir cette relation commerciale d'abord entre nous, Africains, pour ensuite pouvoir nous ouvrir au reste du monde. Figurez-vous, sur le plan mondial, l'Afrique ne représente qu'1% du commerce mondial. Donc c'est extrêmement faible. Pour qu'on puisse développer ça, il faut d'abord qu'on soit unis, qu'on puisse vendre ensemble nos produits au reste. Et ça, surtout que chaque État africain a quand même sa spécialité. On parle d'avantages comparatifs. C'est ça. En plus, on a découvert il n'y a pas longtemps que le Sénégal était doté de pétrole aussi. Donc ça fait encore une nouvelle spécialité pour le Sénégal. À côté, on a la Côte d'Ivoire avec le cacao. C'est ça. Je sais que le Cameroun, on a du pétrole aussi, on a du bois. Le frère congolais de la RDC aussi, ils ont pas mal de ressources minières. Honnêtement, on est quand même très bien, je trouve. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté d'autant d'avantages qu'on a et d'avoir juste une part aussi infime dans le commerce international. Effectivement. À côté de la sphère économique, on a aussi dans les éléments qui constituent le soft power la question de la culture et de l'éducation. Et ce sont des éléments qui permettent justement de tout simplement qualifier une puissance comme étant une puissance. Effectivement. De ce que je sais, et même ma mère me l'a beaucoup dit, le Sénégal s'inscrit justement dans cette perspective avec l'Institut fondamental d'Afrique noire, mais aussi avec l'Université Cheikh Anta Diop. C'est ça. Est-ce que la présence de ces deux organisations, et peut-être qu'il y en a d'autres qui existent que j'ignore au Sénégal, entre justement dans cette volonté d'avoir une stratégie de soft power du Sénégal? Oui, le Sénégal, sur le plan déjà culturel, est un pays très riche, une culture diversifiée. On a beaucoup d'ethnies, on a beaucoup de cultures également. Et le Sénégal est aussi un pays ouvert sur le reste du monde. À l'époque même, avec les Caraïbes et beaucoup de choses. Donc, vous allez voir même des gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont bien installés au Sénégal et tout. Bon, effectivement, l'Institut fondamental d'Afrique qui avait été mis en place par le pouvoir colonial à l'époque, avec Brévier, et qui donc ensuite qui a été dirigé par Théodore Monod. D'ailleurs, il y a un musée qui porte son nom à Gorée actuellement, le musée Théodore Monod. Donc, il a quelque part concentré les travaux de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a été l'inventeur de la méthode de datation du carbone 14. Donc tout ça, si vous avez l'occasion de partir un jour au Sénégal, vous allez pouvoir visiter l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique. Ça se trouve au sein de l'université, en face de la corniche, en face de la mer. Vous avez une belle vue sur la mer d'ailleurs. Et vous pouvez pouvoir visiter et voir les travaux qui ont été effectués par le savant Cheikh Anta Diop. Bah, en tout cas, le jour où certains d'entre vous iront au Sénégal et même nous dans l'équipe destinée de juristes, on ne passera pas outre, bien évidemment. Effectivement. Alors, le Sénégal, qu'on appelle le pays du lac rose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un membre fondateur de la CEDEAO. Donc la CEDEAO, c'est l'organisme économique de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui sont mises au centre, notamment les questions de sécurité, d'urbanisme et de développement économique. Et dans ce rôle justement de pays fondateur du Sénégal, de la CEDEAO, on se dit que le pays ne passera pas outre, même si on voit qu'il n'est pas forcément atteint par tous les problèmes de sécurité, beaucoup plus par exemple les pays de l'AES. Au sein de la CEDEAO, comment le Sénégal donc essaye de jouer ce rôle un peu de médiateur avec tous les autres pays qui ont un peu plus ces problèmes de sécurité-là? Oui, vous savez, hein, quand la maison de votre voisin brûle, donc il faut faire très attention parce que le feu n'est pas très très loin. Donc aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, c'est que nous devons aider ces pays du Sahel à sortir de cette situation-là. Donc le Sénégal doit jouer un rôle majeur. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire doivent jouer un rôle un rôle majeur pour aider ces pays voisins à sortir de cette situation-là. Pour moi, l'enjeu le plus important, et c'est quoi que la CEDEAO l'a compris, c'est un enjeu purement économique. Vous allez voir dans ces pays qui sont frappés par le terrorisme, qui sont frappés par des violences ethniques parfois dans certaines zones, c'est parce que effectivement ces zones sont frappées par la pauvreté, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas une présence de l'État. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aider ces pays-là à pouvoir, sur le plan économique,
à se renforcer davantage, à trouver les leviers qui leur permettent de pouvoir résoudre les problèmes sécuritaires sur le terrain. Aujourd'hui, pour moi, la CEDEAO est une très bonne organisation. C'est 300 millions de populations qui commercent entre nous, qui peuvent voyager sans le passeport. Les Nigérians viennent à Dakar, nous partons au Nigeria, les Ivoiriens viennent à Dakar avec seulement la pièce d'identité. Voilà, donc je trouve que ça c'est extrêmement important de pouvoir renforcer ça. Maintenant, il y a des critiques qui ont été formulées contre la CEDEAO, qu'il faut que ça soit la CEDEAO des peuples, il ne faut pas que ça soit la CEDEAO des... Bon, mais je pense que ça va aller dans ça. Il faut évoluer vers ça. Il faut essayer d'améliorer les bonnes pratiques pour pouvoir avancer vers d'autres formes d'organisation. L'Europe l'a connu, hein, c'est la communauté du charbon et de l'acier, jusqu'à devenir aujourd'hui l'Union européenne. Voilà, c'est la même chose également. La CEDEAO doit évoluer vers ça. Voilà, donc même sur le plan sécuritaire, la CEDEAO a un dispositif de force en attente. Donc tout ça, il faut essayer de voir quelle est l'orientation qu'il faut donner à la CEDEAO. Si la CEDEAO doit être seulement un instrument économique, ou si la CEDEAO doit être un instrument économique, ensuite un instrument militaire pour pouvoir résoudre les difficultés des pays tout autour. Tout ça, ça demande une réflexion. Voilà, et il ne faut pas aussi exclure les populations, les associations, les jeunes, les femmes, chacun a son mot à dire par rapport à cette nouvelle orientation. Ce que vous dites, bon, déjà ça prend le pas sur la prochaine question que j'allais poser. C'est ce que j'ai vu. J'allais demander, en tant que diplomate chevronné, quelles sont vos aspirations pour la CEDEAO, mais surtout, je retiens une chose, parce que aujourd'hui on considère la CEDEAO comme étant uniquement une organisation monétaire et économique, sauf que, enfin plutôt économique, sauf que justement on retient la souveraineté d'un État à partir du moment où il a la main mise sur son économie et sa monnaie. Donc c'est mon avis personnel, mais nécessairement pour moi, même si c'est une organisation qui est uniquement économique, on peut déboucher en fait sur beaucoup d'autres choses. Et je pense que c'est même pour ça que la CEDEAO parfois se permet de donner des sanctions sur des domaines qui n'appartiennent pas à l'économie en tant que telle, parce que justement, il faut de la paix pour avoir de bonnes relations économiques, il faut des infrastructures, il faut une politique stable, etc. Et en fait, chaque domaine est imbriqué l'un dans l'autre. Ceci étant dit, quelles sont pour vous les perspectives d'amélioration, ou en tout cas, quelles sont vos aspirations pour l'avenir de la CEDEAO? Oui, pour moi, la CEDEAO est une très bonne organisation. Pour moi, c'est l'une des organisations communautaires quand même qui a connu ses lettres de noblesse. Maintenant, il faut améliorer. Il faut toujours améliorer, quelles que soient les critiques qui ont été formulées. Et je pense qu'aussi, si parfois la CEDEAO intervient dans certains pays et essaie de donner des directives, c'est parce qu'au niveau communautaire, les pays ont ratifié, ont pris des engagements. Donc quand vous prenez des engagements au niveau communautaire, vous avez vu au niveau de l'Europe, ici, on a ce qu'on appelle les directives européennes. La France prend souvent des décisions parce que c'est des directives européennes et la France est obligée de les appliquer. Parce que vous savez, vous êtes des juristes, les traités sont au-dessus des lois nationales. Donc, quand vous ratifiez un traité, vous êtes obligé de vous conformer au niveau local aux exigences de ces traités-là. C'est de la même manière que aussi les membres de la CEDEAO doivent se conformer à un certain nombre de choses. Parfois, ils interviennent sur le plan politique parce que tout simplement, vous l'avez dit tantôt, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas envisager aujourd'hui un développement économique. Et aujourd'hui, la plupart des conflits en Afrique sont des conflits qui sont de nature électorale. C'est des conflits au niveau politique qui détiennent sur la gestion même des pays et qui peuvent même déboucher sur des situations extrêmement difficiles qu'on a connues de par le passé en Afrique. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut aller plus loin vers cet engagement communautaire. Il faut aller plus loin pour améliorer les mécanismes de la CEDEAO, pour permettre au pays de pouvoir... Parce que pour moi, l'avenir se trouve dans les grands ensembles. Aujourd'hui, nous avons connu la balkanisation de l'Afrique, l'émiettement des micro-États en Afrique et tout. L'Afrique
pour s'en sortir, doit aller vers vers des engagements communautaires, vers beaucoup plus de solidarité au niveau communautaire. Alors, en outre de votre expérience au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, vous avez encore plus poussé le bouchon et vous avez aussi une expérience au sein de l'UNESCO. Moi, la manière dont je vous ai connu, c'est parce que vous étiez au sein de la délégation permanente du Sénégal à l'UNESCO. Mais justement, ce qu'on se pose comme question, c'est quel est le rôle d'une délégation permanente auprès de l'UNESCO? Oui, la délégation permanente du Sénégal auprès de l'UNESCO, bon, je vais faire une tautologie, représente le Sénégal au sein de l'UNESCO. Vous savez, l'UNESCO est une agence des Nations Unies, et à l'image des Nations Unies, tous les pays qui sont membres de l'organisation ont une délégation permanente au sein de l'organisation. C'est comme aux Nations Unies. Si vous allez, vous trouvez des délégations permanentes. De la même manière, au niveau de l'UNESCO également, il y a une délégation permanente. Le rôle de la délégation, c'est de travailler sur les questions de la communication, des sciences, de la culture, de l'éducation concernant le Sénégal au sein de l'organisation. C'est de représenter le Sénégal lors des rencontres pour les organes directrices de l'UNESCO, la conférence générale, le conseil exécutif, mais aussi des organes subsidiaires. Donc, nous représentons au quotidien le Sénégal dans les rencontres internationales au sein de l'UNESCO. Et justement, dans cette perspective, quelles ont été les contributions de la délégation permanente, en tout cas quand vous y étiez, vis-à-vis de la culture, de la science, de l'éducation, etc. Le Sénégal a une longue histoire avec l'UNESCO. Le seul Africain qui a dirigé l'UNESCO est un Sénégalais, il s'appelle Amadou Mahtar Mbow. Il a été directeur général de l'UNESCO, c'est l'un des directeurs généraux qui ont connu le plus de longévité au sein de l'UNESCO. Il a fait 13 ans à la tête de l'UNESCO. Donc il a beaucoup de réformes aujourd'hui qui sont au sein de l'UNESCO. Amadou Mahtar Mbow était à la base. Donc nous, on a une longue tradition avec l'UNESCO. Et voilà, donc nous aussi également, nous avons travaillé sur beaucoup de dossiers concernant l'UNESCO. Nous avons travaillé sur, il y a une Sénégalaise qui a participé au niveau du comité pour la transformation des missions de l'UNESCO. Il y a également beaucoup de Sénégalais, nous avons apporté beaucoup de contributions également au sein de l'UNESCO sur la question de la science, sur la question de l'éducation, sur la question aujourd'hui de l'intelligence artificielle, la science qu'il faut humaniser, le fait aussi également d'apporter l'éducation un peu partout en Afrique, aujourd'hui d'aider les systèmes éducatifs au niveau de l'Afrique. Nous avons apporté beaucoup de contributions en termes de réflexion, en termes d'idées pour pouvoir faire avancer l'UNESCO, qui est une institution, à mon sens, extrêmement importante. Depuis le début de l'interview, et surtout quand on prend en perspective l'Afrique et notamment le Sénégal, puisque c'est un peu le pays star de cette interview aujourd'hui, il y a un mot qui retentit beaucoup, c'est la souveraineté. Et ça fait écho avec une citation que j'ai dans la tête. Quand le lion aura sa propre histoire, l'histoire cessera d'être racontée par le chasseur. Est-ce que la diplomatie est un moyen pour un État de pouvoir disposer d'une véritable souveraineté aussi sur son histoire, sur le récit de son histoire? Oui, déjà, la diplomatie est un moyen d'expression de la souveraineté. Parce que quand vous représentez un État, vous portez la voix de cet État-là. Et pour moi, les organisations internationales sont les liens les plus démocratiques que l'on peut trouver. Parce que chaque État compte par la voix. C'est pas la taille de l'État, c'est pas la grandeur de l'État, c'est pas le niveau économique de l'État. Non, chaque État compte une voix. Et ça, c'est l'expression la plus parfaite de la démocratie. Et nous, en diplomatie, on dit que chaque État est une puissance. Quelle que soit la taille de l'État, il est une puissance. Il s'exprime au même titre qu'un État beaucoup plus puissant, qui donne son point de vue, qui vote au même titre que l'État. Donc déjà, c'est une expression de souveraineté. Bon, quand le lion va raconter raconter sa propre histoire, pour moi, aujourd'hui, le véritable défi pour l'Afrique, c'est de pouvoir construire notre propre narratif.
Et ça partira effectivement de cette prise en main des questions africaines. Ça partira sur cette question même de la communication, d'avoir des médias africains qui racontent nos problèmes africains. Pas à travers les médias occidentaux, qui racontent l'histoire comme eux ils conçoivent, qui présentent les choses comme eux ils le conçoivent, mais que ça soit raconté par exemple par des journalistes africains, par des médias qui appartiennent aux contribuables africains. Ça c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, pour moi c'est extrêmement important qu'on construise ce narratif-là. Voilà, ça nous permet de pouvoir mieux évoquer l'identité africaine, de pouvoir bien évoquer nos valeurs, de pouvoir évoquer également nos réalités à travers nos propres mandats, à travers nos propres journalistes, à travers nos propres personnes qui vont raconter l'histoire de l'Afrique. Et surtout que l'Afrique aussi a une culture de l'oralité. Nous avons une civilisation de l'oralité. Donc personne ne doit pouvoir raconter notre histoire à notre place. Donc il faut donner la possibilité aux Africains de pouvoir raconter leur histoire, pour pouvoir participer à ce que Senghor l'appelle ce rendez-vous du donner et du recevoir. C'est beau. Franchement, c'est très beau. J'aurais pas mieux dit, honnêtement. Après, vous êtes un diplomate René, je peux pas dire mieux que vous de toute façon. Mon ultime question sera un peu plus subjective. Et c'est pour finir cette interview aussi en beauté. Déjà qu'elle est déjà très très belle, on va chercher la quintessence de l'interview. Quelle est la citation ou les principes qui vous guident justement tout au long de ce parcours tant diplomatique que professionnel que personnel? La citation que j'aime bien, je pense que c'est quand du point de vue vent favorable pour celui qui sait où il va. Je pense que il est de Cicéron, si je me trompe, point de vent favorable pour celui qui sait où il va. Donc quand on sait où on va, il faut d'abord savoir où on va et se donner les moyens d'accéder où on veut y aller. Donc qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne doit nous empêcher d'aller vers cet objectif-là. Il faut croire en son étoile, il faut croire en ses capacités, il faut croire en ses valeurs et se fixer des objectifs et essayer de les atteindre et de se donner les moyens de se battre, parce que rien n'est donné pour moi dans cette vie-là. Il faut se battre, vous êtes des étudiants, il faut croire en vous-même, il faut essayer de briser le plafond de verre. Il faut aller plus loin encore pour pouvoir réaliser vos rêves. Et moi, c'est ça ma philosophie. Je m'arrête jamais, Peut-être que c'est ça ma vocation, c'est ça un peu mon secret. J'essaie d'aller plus loin possible. Je pense qu'il n'y a plus de plafond au-dessus de vous, de toute façon. Non, il y a du plafond. Je ne dirais pas. En tout cas, on retient beaucoup cette philosophie. C'est encore une leçon à retenir. Et justement, chez Destinée de Juriste, toutes les personnes qu'on prend pour nos interviews, c'est pour à chaque fois avoir des leçons à retenir et tout simplement croire en ses rêves. Mais il suffit pas de croire, il suffit aussi de les réaliser. Effectivement. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette interview qui a été fortement enrichissante. On a appris vraiment beaucoup de choses et on a encore plein d'espoir pour l'avenir.